Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission. Le président Patrice Talon l'a pourtant signifié il y a quelques semaines devant son homologue du Niger, Mohamed Banzou, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pourtant, depuis la soirée du lundi 17 avril 2023, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héroumé, celui de l'Énergie, Jean-Claude Naoussou et Sévérin Quenom de la Justice ne sont plus membres du gouvernement de Patrice Talon. On se pose donc la question de savoir pourquoi Patrice Talon change-t-il son équipe gagnante. Et sur ce plateau déjà, mon invité avec qui nous allons passer au pays fin cette actualité, il s'appelle Adam Bachirou. Il est faiseur depuis Paracou. Adam Bachirou, bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Merci de répondre à notre invitation malgré votre agenda très chargé. Avec vous, nous allons parler justement de ce remaniement ministériel. Enfin, annoncé par les médias il y a quelques jours, le remaniement ministériel est enfin acté. Mais Patrice Talon dit qu'il était satisfait de l'action de son équipe et qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais l'assurance donnée par le chef de l'État s'est à nouveau confrontée à la situation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et ce lundi 17 avril 2023, la nouvelle équipe gouvernementale est rendue publique. 3 sorties et 2 entrées. D'abord, je vous pose la question de savoir quelles sont vos impressions après ce remaniement ministériel? Bon, je vous remercie infiniment pour cette confiance que vous nous faites. Je crois que, à ma modeste personne, en tant qu'observateur attentif de la vie sociopolitique de notre pays, et mes impressions sont des meilleures, même si je reste beaucoup dubitatif sur ce remaniement ministériel qui a été enfin acté avec ce décret 2023-156 du 17 avril dernier. Je crois que enfin, ça vient mettre fin aux supputations, aux rumeurs, pour qu'enfin, on puisse donner une nouvelle dynamique pour les 3 ans, 1 mois, 4 jours qui restent pour la gestion du gouvernement Patrice Talon. Une nouvelle dynamique, pourquoi, selon vous? Une nouvelle dynamique parce que, tout simplement, qu'on le veuille ou non, quand on observe bien ce qui se passe dans le pays, le président Patrice Talon, que nous respectons beaucoup, semble être confronté aux réalités de la gestion du pouvoir d'État. Il fallait donner quand même un nouveau souffle à cette équipe, même s'il ne voulait pas l'avouer, mais il fallait le faire pour que vraiment, s'il tient vraiment à être porté en triomphe à la fin de son mandat, comme il l'a demandé, il fallait redonner un nouveau souffle à cette équipe gouvernementale pour que vraiment certains projets puissent être vraiment concrétisés au soir du 23 mai 2026. Il avait dit en présence de son homologue du Niger qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais depuis le lundi, on l'a constaté que 3 têtes, 3 hommes de confiance sont partis. Il s'agit notamment du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héroumé, de la Justice, Sévérin Quenom, et on dira également celui de l'Énergie, Jean-Claude Naoussou. Pour vous, qu'est-ce qui n'aurait pas marché au niveau de ces 3 ministères? Bon, dire ce qui n'a pas marché au niveau de ces 3 ministères ici, ce serait un peu délicat. Parce que les arcanes du pouvoir sont quand même insondables. Les rouages du pouvoir. Mais on peut faire des supputations, un peu avec les observations que nous avons eues. Vous savez, ces 3 personnalités au niveau de la justice, du transport et de l'énergie détiennent des portefeuilles quand même assez sensibles de la gestion du pouvoir d'État. Quand on parle de l'énergie, M. Oussou est quand même un expert du domaine de l'énergie. Qu'on ose l'enlever de cette manière, avec le ministre de la Justice, l'avocat émérite, avec le ministre du Transport, qui est quand même un homme doué dans le BTP et autres, ça peut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que certaines attentes du chef de l'État ne sont pas quand même en train d'être comblées. Et il fallait vraiment donner un coup de fouet pour que vraiment donner une nouvelle dynamique à cette équipe, comme je le disais tantôt. Mais est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Je crois qu'on pourra en parler au fur et à mesure dans cette émission. Parce que je l'avoue, quand on enlève un ministre comme le ministre du Transport, et quand on donne cette charge au ministre du cadre de vie, M. Tonato, c'est comme si c'est un peu de trop. Un peu de trop parce que le ministre Tonato avait déjà beaucoup à faire. Beaucoup à faire avec cette promesse du PAG de réaliser environ 650 km de projet alphatage en 5 ans, à hauteur d'environ 900 milliards.
qui n'a pas été comblé par le ministre. À peine, nous sommes à environ 191, 195 km qu'on a pu réaliser lors de la première phase. Venez ajouter à ce ministère ce secteur sensible comme le transport. J'ai dit, c'est un peu trop pour ce ministère. Est-ce qu'on pourra atteindre l'objectif du chef de l'État? On attend de voir. De l'autre côté, quand on parle d'énergie, M. Oussou, vous savez, le Millennium Challenge, je compte, a quand même fait confiance au Bénin avec le déblocage d'environ pas moins de 300 milliards environ pour permettre la réalisation et l'atteinte de mettre le Bénin dans certaines inquiétudes énergétiques. L'énergie est importante pour le développement. L'énergie permettra aux sociétés, aux entreprises de venir s'installer au Bénin. Mais quand on voit tel que cela se passe, les coupures, la dernière qui s'est passée avec le Nigeria et autres, on sent que quelque chose n'allait pas. Est-ce que les 300 milliards que le Millennium Challenge compte a donné au Bénin ont été vraiment exploités à bon escient? Beaucoup de questions restent à poser. Et au niveau si on enlève le ministre de l'Énergie et qu'on confie cela maintenant au ministre Adambi, qui est de Parakou, que je salue d'ailleurs pour cette promotion, entre guillemets, parce que ça me laisse dubitatif. Dubitatif parce que le ministre de l'eau, on l'a connu depuis des années comme dans ce secteur. On sait bien que dans ce secteur qui tient beaucoup à cœur le président Patrice Talon, on a eu à lancer beaucoup de projets pour donner de l'eau potable aux populations du Bénin, un peu partout. Mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans le sens que, quand vous prenez le cas de Parakou, la dernière, c'est le vendredi 26 février 2021, où le ministre était à Parakou, ici au quartier Soinrou. On a lancé un projet très important pour l'extension du réseau de l'eau, d'adduction de l'eau potable à Parakou, sur environ 610 km, financé par la BOAD à hauteur d'environ 7 milliards 4. Mais ce projet a été lancé depuis le 26 février, comme je le disais, pour 20 mois. 20 mois ont inspiré depuis le 26 octobre dernier. Bientôt, le 26 prochain, ça fera 26 mois que ce projet a été lancé, mais on n'a toujours pas eu un mètre de concrétisation de ce vaste chantier qui devait permettre aux populations d'avoir de l'eau potable dans leur maison. Ça reste à beaucoup de questions. S'il n'arrive pas à faire cela déjà dans sa propre ville, en tant que ministre de l'eau à Parakou, est-ce que lui confier le secteur de l'énergie pourra être vraiment bénéfique au gouvernement? Je crois que non. Non, parce que dans la même dynamique du gouvernement du président Patrice Talon, on a créé un poste de secrétaire d'État à l'énergie. Bon, il y a une petite confusion. Voilà. S'il y a un secrétaire d'État à l'énergie, quelles seront en réalité les fonctions du ministre Adambi à qui on a confié l'énergie encore? C'est vrai que le Millennium Challenge est là. C'est vrai que la Banque mondiale est en train de développer actuellement à Parakou et Natitengu un vaste projet d'extension du réseau électrique dans les quartiers périphériques qui est en train d'être conduite par une entreprise ivoirienne. Je crois que cette dynamique-là, bon, est-ce que ça ne serait pas un peu de trop pour le ministre Adambi, quand c'est que déjà pour l'eau, ce n'est pas été fait depuis plus de 26 mois pratiquement. On lui donne encore de l'énergie en cette période où on va vers la fin des mandats. Je vous disais tantôt que nous sommes à 3 ans, 1 mois, 4 jours pratiquement, du 23 mai 2026. Donc il faudrait que quand même chacun des ministres puisse apporter ce qu'il faut pour aider le président Patrice Talon à être porté en triomphe. Et si ces ministres veulent être portés en triomphe, comme le président le souhaite lui-même, il faudrait qu'ils changent de leur fusil d'épaule. Le ministre de la Justice, mais beaucoup de choses ont été dites sur lui dans la presse. C'est quand même un homme fort, un homme de confiance de Patrice Talon, mais qu'il en arrive à se séparer de lui comme ça, quand même, c'est étonnant. C'est vrai que la nouvelle a circulé sur la toile et voilà, en fin de compte, le lundi 17 avril, elle a été confirmée. Vous savez, en matière politique, il n'y a rien d'étonnant. Tout est possible. Le ministre Kedam, il sait bien qu'il était vraiment très attaché au président Patrice Talon depuis très longtemps. Mais le fait de débarquer du gouvernement, c'était la moindre des choses, je l'avoue. Parce que je suivais ce ministre, je suivais l'actualité. Je sais bien que les Nations Unies ont fait plusieurs missions
au Bénin ici, par rapport à certains dossiers assez sensibles. Je sais que dans nos présidents, beaucoup de choses restent à faire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, des non-dits, qu'on ne dit pas au chef de l'État. Et je crois que quand il le découvre, c'est un homme de principe. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le Agbono national. C'est pas pour rien. Et quand il le découvre, je crois qu'il n'hésite pas à prendre les décisions qu'il faut. Il y a des non-dits, je vous l'avoue, qu'on ne va pas déployer sur ce plateau. Il y a beaucoup de non-dits dans beaucoup de ministères, que ce soit la santé, le ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup de non-dits qu'on cache au chef de l'État. Je crois que quand il les découvre au fur et à mesure, c'est pour ça que je disais tantôt qu'il est confronté aux réalités de la gestion du pouvoir d'État. Mais je vous espère que pour les quelques temps qui restent, chacun va prendre ses responsabilités et accompagner le gouvernement pour que vraiment ce soit le peuple béninois qui soit gagnant dans ce défi. Ouais. On va parler du ministre des Infrastructures et des Transports, l'homme qui, on l'a vu sur le terrain, sur plusieurs chantiers, lancer telle route, mais dans le Nord, on se dit quand même que le Nord semble être oublié et que peut-être ce sont entre autres des raisons qui l'ont emporté. Justement, c'est l'une des raisons les plus sensibles. Pas primo, surtout le dossier de l'aéroport international de Glo-Yigbe. C'était vraiment l'un des projets phares du PAG qu'on avait promis réaliser avant de partir en 5 ans. Mais 5 ans après, on a reconduit ça pour le second mandat. Mais aujourd'hui, pour des raisons de Covid-19 supposées, on a mis ça à l'écart. Je crois que là, c'est un échec patent pour le ministre Iomé. Au nord, ici, au lieu qu'on prend la voie Djougou, Péonko, Kérou et Banikouara, je dis non, quand même. La prospérité doit être partagée pour le bien du pays. Quand on voit que cette voie a été lancée environ 4 fois, la première fois, c'était avec le ministre du Développement, M. Ablaye Biakane, que je salue. On a salué, on a fait beaucoup d'annonces. Mais après, on a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors que les populations continuent à souffrir. Comme si cette partie du pays n'était pas entièrement béninoise. Alors qu'elles sont entièrement béninoises. Elles participent au PIB avec ce qu'elles produisent dans cette partie du pays. Mais c'est maintenant qu'on est en train de vouloir jongler les choses. Et bon, je vois que ça n'avance pas comme on le souhaite, mais on verra bien jusqu'à la fin du mandat. Sans oublier le contournement de Cotonou. C'était l'un des projets phares. C'est vrai que ça avance à son rythme, mais ce n'était pas ce qu'on nous avait promis. Hein? Donc, c'est pour ça que je suis un peu inquiet. Si on donne ce ministère assez lourd au ministre Donato, en dehors du cas de vie qui est vraiment assez sensible, est-ce qu'il ne sera pas asphyxié à un moment donné par les efforts qu'il doit fournir pour donner satisfaction au chef de l'État? J'ai dit vraiment, il va falloir qu'on puisse revoir. Moi, j'aurais aimé quand même qu'on puisse nommer chacun dans son secteur, qui s'occupe de ce qu'il a à faire, pour que vraiment les 3 ans qui restent puissent être bénéfiques, profitables pour le PAG du président Patrice Talon. Moi, je l'avoue, il y a beaucoup de choses à faire. Et sans faire économie de vérité, moi, personnellement, en tant qu'observateur, je suis profondément déçu du dossier sur l'aéroport de Glo-Yigbe qu'on a dû classer. Alors que l'aéroport de Parakou, qu'on a promis remettre en marche, est là, traîne. Alors que c'est beaucoup d'argent qu'on a mis là. L'aéroport de Parakou, c'est pas moins de 4132 hectares qu'on a pris. On a dédommagé la population. À Glo-Yigbe, on a dédommagé la population. Aujourd'hui, on met ça de côté pour des raisons de Covid. Aujourd'hui, le Bénin aspire, pourquoi pas, à organiser une Coupe d'Afrique avec le Nigeria. Imaginez que la CAF demande au Bénin de construire un terrain au nord. Mais l'aéroport de Tourou est déjà bien placé. C'est une piste d'atterrissage qui a 4 km de piste d'atterrissage, s'il vous plaît. La plus grande du pays. Parce que je vous avoue, monsieur le journaliste, pour ceux qui ne le savent pas, l'aéroport international de Cotonou est à 2400 mètres. Ça fait 2 km 400 de piste d'atterrissage. Alors que Parakou est à 4 km, s'il vous plaît. Les cargos qui ne peuvent pas descendre à Cotonou pourront descendre à Parakou. Mais qu'on laisse cet espace comme ça, je dis non, il va falloir qu'on partage mieux les ressources du pays pour que nous sommes entourés de grands pays du Nigeria, la voie Cabo. Ça aurait pu servir. Le ministre Iomé aurait pu voir dans cette direction pour permettre à ce que le Nigeria vienne vers le nord et permettre au nord de se développer. Mais j'ai vu qu'on tourne en rond. On tourne en rond. Les annonces ont été faites, la route de Kondé, Kalaleniki, jusque-là. Même Sendé,
Il a fallu faire beaucoup de bruit avant que fin de fin, on ne bouge. La voie Béterou, Kaoru, Kassoala. Il a fallu faire beaucoup de bruit avant qu'on ne bouge. Je comprends. Pourquoi est-ce qu'on ne partage pas de manière assez équitable le développement? Quand vous arrivez à Cotonou, vous sentez un développement assez harmonieux à Cotonou. Mais quand vous faites le déplacement à partir du centre et pour venir vers le nord, on sent que il n'y a pas de comparaison possible. Donc, il va falloir que le président Patrice Talon, pour les 3 ans à venir, puisse corriger la chose parce que le PAG, c'est assez ambitieux. Hein? Mais il va falloir qu'on puisse aller au-delà de ce que nous souhaitons. Quand vous le faites, vous m'excusez de le dire, cette jeune équipe de Dabarou, quand je vous suis, je suis vraiment satisfait. Que ce soit des jeunes à Parakou, depuis Parakou, qui font cet effort de donner la bonne information au peuple. Quand cette information est très importante pour le développement d'un pays, il va falloir que le chef de l'État puisse mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour que vraiment on puisse aller vers le développement harmonisé de ce pays. Patrice Talon a entouré quand même des technocrates, qu'on le veuille ou non. Technocrates en matière politique. Vous savez, les réseaux d'État sont souvent insondables. Et quand Patrice Talon était en affaires, avec des hommes comme le ministre Wadaï, par exemple, le ministre Wadaï, vous voyez qu'il gagne des prix au jour le jour. Jusqu'à ce que tout récemment, on lui a encore donné un peu de la coopération. On diminue les affaires étrangères qu'on donne à Wadaï. Wadaï était proche du président Talon. Si on ne l'a pas enlevé, c'est pourquoi il ne l'a pas enlevé. Parce que il compte toujours sur lui. Mais quand on parle en profondeur, je vous dis, il y a beaucoup de non-dits. Et c'est souvent après la fin du mandat qu'on découvre, si tu veux faire, beaucoup de choses. Hein? Comment vous pouvez comprendre, par exemple, que le chef de l'État aime faire les bonnes choses? Quand on a voulu faire les statuts et autres de Cotonou, mais c'est à moi de rire, on l'a fait. Mais comment on peut comprendre qu'au niveau du cadre de vie, on construit un projet alphatage, par exemple, à Parakou, sur 8 km 5, à hauteur de 8 milliards, 438 millions, 880 955 francs, si ma mémoire est bonne, tout à ce qu'on dit, bien sûr. Mais que jusqu'à aujourd'hui, un projet qui était prévu pour 1 an, nous sommes déjà 4 ans, et on n'a toujours pas fini de réceptionner cette voie. On n'a toujours pas mis les feux tricolores pour canaliser la circulation, la vitesse des populations. Alors qu'on ne peut pas mettre une voie en circulation sans le minimum de sécurité. Ça veut dire qu'il y a des annonces fracassantes qui sont faites, mais en réalité, ce qui doit servir pour le développement du pays, on ne prend pas soin de ça. Il va falloir que les ministres changent de ce côté-là pour aider vraiment le président Talon à avancer positivement. Il a cette envie de le faire. Quand le ministre doit dégager les abords des voies, c'était une envie, c'était une volonté vraiment de libérer, d'aller de faire comme d'autres pays. Mais là aussi, c'était une grosse erreur, vous m'excusez. Parce qu'on a voulu comparer le Bénin au Rwanda. À cause, c'est pas les mêmes réalités, s'il vous plaît. C'est pas les mêmes réalités. Le Bénin le Rwanda fait à peine le quart de la superficie du Bénin. Donc, quand on doit faire un travail de nettoyage au Rwanda, c'est beaucoup plus facile qu'un pays comme le Bénin. Le Rwanda a à peine 3 ethnies, les Hutus, les Tutsis et les Touares. Mais le Bénin, quand on prend les nombres d'ethnies que nous avons, c'est beaucoup. Donc, on compare souvent le Bénin à certaines choses et on s'y engage. Donc, moi, je crois que il ne faut pas forcément être cadre qui est bon. Il va falloir être réaliste et prendre les choses et impliquer les autres couches de la société. Impliquer l'opposition, la société civile aux prises de décisions importantes du pays et non un clan qui le fait. Mais à un moment donné, il se retrouve, confronté aux réalités de la gestion du pouvoir d'État qui rattrape toujours, qu'on le veuille ou non. À travers ce changement, Patrice Talon insuffle une nouvelle dynamique, du sang neuf dans son équipe afin de pouvoir achever les 3 ans restants pour lui. Désormais, nous avons au poste du ministère de la Justice un certain Yvon Dotienou et au poste justement Anobi qui hérite le portefeuille de l'énergie et Tonato qui prend le portefeuille du transport justement des infrastructures. Alors, en quelques minutes, vos attentes par rapport à ce gouvernement, à ce nouveau gouvernement pour les 3 prochaines années. Mes attentes sont énormes. Parce qu'en 3 ans, on peut faire beaucoup de choses. Je vous ai dit par exemple tout à l'heure que le projet Alphatage, les 8 km 5 était prévu pour 1 an. Ça veut dire que le projet de l'énergie financé par la Banque mondiale, si on respecte le délai, on met les moyens qu'il faut, on peut le faire. Le projet de l'eau, qui était prévu sur 610 km, imaginez qu'à Parakou et environ, on met 610 km de tuyauterie en terre.
pour envoyer l'eau, vous ne pensez pas que beaucoup de personnes auront de l'eau? Le ministre Adam Bi détient ce portefeuille, il peut le faire. Mais qu'est-ce qui l'empêche de le faire? On nous a fait comprendre que l'entreprise était défaillante en son temps. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre entreprise et aller vite? Ça, c'est de son côté. Le ministre de la Justice, il va falloir que vraiment qu'on libère un peu nos prisons de ceux qui n'ont rien à faire en prison, mais qui doivent travailler pour le sort du pays. Mais beaucoup sont employés aujourd'hui pour des futilités, monsieur le terme. Des voleurs de poulets, de portables, qui pètent des années, des mois en prison. Mais quand ils ressortent, au lieu d'être une maison de correction, ils deviennent une maison de formation. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de mettre les gens en prison inutilement pour des futilités. Les étudiants qui sont en prison pour des problèmes politiques, il faut plus qu'on puisse les libérer, pour que chacun participe à sa manière au développement du pays. L'énergie, il va falloir que vraiment on puisse aller, surtout le programme Millennium chez l'Énergie Compte, de mes informations, de continuer l'investigation, nos investigations pour comprendre. Je crois que si cela s'avérait fondé, ça va vraiment me choquer parce que je sais que sur les 300 milliards, une bonne partie de l'argent est partie là où il ne fallait pas. Alors que c'était prévu pour construire des centrales choses solaires et des centrales énergétiques et autres pour permettre aux populations d'avoir de l'énergie. Mais on sent que l'argent est parti dans un autre secteur. Nous sommes en train d'investiguer et je crois que d'ici là, en tant que fédéral d'opinion, on n'hésitera pas à sortir de notre silence pour dénoncer, comme nous savons le faire, les failles du gouvernement parce que le président Talon a une volonté de réussir. Il faut l'accompagner positivement. Et non, vouloir lui faire plaisir et lui faire des bébés dans le dos en croyant lui l'aider. Non, on ne l'aide pas. Quand il va se retrouver confronté, voir la vérité un jour, il va réagir comme il a su le faire pour ce conseil ce remaniement ministériel. Voilà. À travers ce remaniement ministériel, Talon, comme vous l'avez dit, a l'envie d'évoluer, l'envie de faire de grandes choses pour le Bénin. Et on espère quand même qu'à travers ce remaniement ministériel, à travers ces deux entrées et à travers ces trois sorties où les portefeuilles ont été remis à d'autres ministres, à d'autres têtes de proue de ce gouvernement, on espère quand même avoir de changements au niveau de ces différents ministères dans les années, dans les mois à venir. Et je vous disais tout à l'heure, le président de l'Assemblée nationale l'a agité dans son discours ce 13 avril 2023, le discours qu'il a délivré à l'occasion de l'ouverture officielle de la première session de l'année 2023, la loi fondamentale du Bénin pourrait être retouchée. Après la révision constitutionnelle de 2019, le président du Parlement de la législature évoque la possibilité d'une nouvelle relecture. Dans son discours d'investiture, Louis Vlavonou a abordé ce sujet délicat qui cristallise souvent les attentions dès sa moindre évocation. Louis Vlavonou a clairement exprimé son souhait de voir une nouvelle révision, mais en insistant sur son caractère consensuel. Je cite Louis Vlavonou. Dans un esprit de concertation, nous pourrions courageusement envisager justement de porter à la Constitution des retouches, a-t-il indiqué, et selon lui, ces retouches s'imposent pour l'amélioration constante de la loi fondamentale. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment important, indispensable de retoucher la loi fondamentale de notre pays? Je crois que sur cet aspect, il faut oser le dire. C'est nécessaire de toucher à notre loi fondamentale. Il y a des aspects qu'il faut retoucher, mais le retoucher dans la sincérité et dans l'harmonie de toute la classe politique du Bénin serait la meilleure des choses. Parce que si on doit retoucher à notre loi fondamentale, et que cela se fasse à 1h, 2h du matin, et que ce soit au petit matin que chaque Bénin le découvre, ça ne servira à rien. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons la chance quand même d'avoir une opposition, même si elle est minoritaire au niveau de l'Assemblée, elle peut être une opposition une minorité de blocage. Parce que pour aller vers la révision, il faut aller à 84-85 voix, je crois. Alors que si on enlève les 28 députés de l'opposition, ils se retrouvent à 81. 81, nous n'aurons pas la majorité pour pouvoir réviser la Constitution. Donc cela, pour ça dire que soit l'opposition, certains membres de l'opposition vont trahir les leurs pour voter ce que l'Assemblée veut, comme ils le souhaitent, ou bien ils tiennent mordicus, mais en ce moment, il faudrait qu'on puisse impliquer toute la classe politique pour qu'on s'asseye, comme en 90, revoir. Parce qu'aujourd'hui, où est la Cour constitutionnelle? Il y a toujours polémique.
la manière qu'on nomme les cadres au niveau de la Cour constitutionnelle. Quand on prend tout récemment l'élection au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez vu que ça, il y a eu beaucoup de problèmes. Il va falloir qu'on puisse expliquer clairement les choses dans une loi pour qu'on sache quand tel parti politique a tel nombre de candidats, de députés, il a droit à tel nombre. Clairement, pour que vraiment on cesse de tourner autour du roue sur des futilités et qu'on se consacre sur le développement du pays. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les présidentielles qui pointent à l'horizon qui obligent et qui amènent le Parlement à vouloir encore retoucher notre loi fondamentale? Parce que dans notre code électoral, je vais dire, dans la loi fondamentale, je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans en tout cas, que l'opinion ne comprend pas et que, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça qui... Bon, je crois que à travers le président de l'Assemblée nationale, si jamais cela, ils allaient sur ce terrain, ce serait la plus grosse, mais sur le terrain, la plus grosse bêtise du gouvernement. Ce serait la plus grosse bêtise de l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin, surtout que le chef de l'État, que je respecte profondément, a dit lors de son premier mandat qu'il était venu pour faire un seul mandat. Après le premier mandat, il a voulu faire un deuxième. Le deuxième, là, partout où il passe, que c'est son deuxième et dernier mandat. Est-ce que vous croyez bon, vous savez, de ce côté, un homme qui a été mordu par un serpent en peur de tout ce qui rampe. Au premier abord, on a dit que c'est un mandat. Et le seul mandat, on est allé vers le deuxième mandat. Deuxième mandat aujourd'hui, est-ce qu'on va vouloir aller vers un troisième mandat, comme certains le font dans certains pays africains? Mais on voit ce qui se passe quand on va sur ce terrain. C'est pas la meilleure des choses pour le Bénin. Que le chef d'État respecte ses propos et donne la chance à une autre personne pour continuer le développement de notre pays, sera la meilleure des choses pour que le pays continue pas à vivre en paix. On sait qu'en 2019, ce qui s'est passé à cause de ces révisions, les gens sont morts à cause de cette affaire-là, d'une manière banale. Les gens sont en prison à cause de ça aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on retombe encore dans cette travers. On n'en a pas besoin. Je demande vraiment, avec tout le respect dû à son rang au président Patrice Talon, de tout faire pour que, au soir du 23 mai 2026, il puisse passer le témoin à une autre personne qui va continuer l'œuvre qu'il a entamée dans la même dynamique pour que vraiment, avec la rigueur, on puisse continuer le développement. Mais si ça aboute pour vouloir tenir et aller seul vers un troisième mandat, je crois que ça risque de mal se passer parce que le peuple béninois a tout, mais ce qu'il a de plus cher, c'est sa condition, qu'on ne doit pas toucher en des autres. Et de toucher, je vous l'avoue, ça risque d'être la plus grosse bêtise des 10 dernières années. Voilà. Pour finir rapidement, une question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous ne voyez pas que, à travers la révision de cette loi fondamentale, les députés de l'opposition également qui ont introduit une loi d'amnistie par rapport aux détenus politiques actuellement en prison, est-ce que vous ne voyez pas quand même qu'il pourrait avoir une compromission, les deux parties pourraient s'accorder sur un consensus, voilà, vous acceptez et réviser la Constitution, nous-mêmes on accepte de voter la loi d'amnistie pour que, voilà, les deux parties, on s'en sort gagnant. Non, on peut réviser, je l'ai dit tantôt, on peut réviser la Constitution. Mais si l'opposition doit aller sur le terrain de dire parce que vous votez une loi d'amnistie pour que vous libérez les gens qui sont en prison, pour que je puisse voter, ça dépend de ce qu'on met dans la Constitution. Si la Constitution doit être concentrée sur les problèmes concrets, simples de développement, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour un troisième mandat, c'est une grosse erreur. Si ça va une grosse bourde de l'opposition, ils vont perdre leur crédibilité à jamais. Et je crois que la loi d'amnistie doit s'imposer qu'on le veuille ou non. Ça doit pas faire objet de marchandage. Aujourd'hui, vous voyez la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est en train, ils sont dans la dynamique d'offrir une loi d'amnistie, une amnistie carrément à Laurent Gbagbo pour le libérer de toutes les poursuites judiciaires en Côte d'Ivoire. On peut faire la même chose au Bénin. Le président Talon peut initier lui-même, voir ces éléments à l'Assemblée pour qu'ils aillent dans la même dynamique que l'opposition et libérer, voter cette loi d'amnistie pour que vraiment chaque Béninois et Béninoise puisse participer d'où il est, quel que soit son niveau d'études, son niveau social, puisse participer au développement de notre pays. Mais si on doit marchander cela, ça finit toujours mal, malheureusement. Voilà. Ça finit mal. Ça finit mal, malheureusement. La télé, c'est le temps. Madame Bassirou, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin. Bon, mon mot de fin, c'est que je vous remercie infiniment pour la confiance que vous me faites. Et je demanderai pour finir, je demande vraiment à nos nouveaux ministres qui sont là
le nouveau gouvernement qui a pris service, qui ont déjà passé service et autres, qui puissent vraiment prendre le corps tous les dossiers brûlants du pays, qu'on puisse vraiment nettoyer comme il le faut, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Le peuple a besoin d'eux, le peuple a besoin de la concrétisation de ces projets, et surtout, en tant que Paraguay, je demande à notre grand frère, à notre papa, le ministre Adambi, de faire un effort pour que le projet, là le portefeuille de l'énergie aujourd'hui, le projet de l'énergie à Paraguay ne soit pas comme le projet de l'eau qui traîne depuis 25 mois sans solution. C'est ça le dommage. C'est sûr, cette note d'espoir, cette invite justement que nous refermons cette émission. Terminus, tout le monde descend. Merci à l'équipe de réalisation, Diane Kotokor, Suyane Yarou, Salim Saka. Quant à vous, chers internautes, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.